Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, parmi les nombreux échecs du quinquennat qui s'achève, les réformes institutionnelles tiennent une place de choix. L'absence de vision et toujours plus de complexité ont caractérisé l'élaboration de la loi NOTRe et la réforme des régions. On peut y rajouter une recentralisation à rebours du processus de décentralisation dans lequel notre pays s'était inscrit. Depuis 5 ans, des cures d'austérité sans précédent ont été imposées aux collectivités territoriales. Les dotations de l'État ont été baissées brutalement et aveuglement. 10 milliards de baisse de dotations en 3 ans et les départements ont été au cœur de cette baisse de ressources. La réforme des régions a été bâclée, elle a été faite sur un coin de table, elle a été aussi brutale que dénuée de sens et il ne pouvait pas en être autrement dès lors que les élus en ont été écartés. La réforme des régions s'est traduite par d'immenses territoires dont on voit aujourd'hui les difficultés de gestion et dont on recherche toujours les économies qu'elle va susciter. Comme la loi NOTRe, les élus en voient tous les jours les limites et constatent les lourdeurs qu'elle a entraînées. Vous le savez, depuis longtemps, je plaide pour une simplification de notre organisation du territoire autour de 2 niveaux. Celui des communes et des communautés de communes, celui des départements et des régions. C'est dans cet esprit que dès 2000, j'avais proposé la création du conseiller territorial. Je ne suis pas un théoricien de l'organisation territoriale. Sablé-sur-Sarthe disposait d'un district urbain dès le début des années 80. Et président de la région des Pays de la Loire, j'avais eu l'audace de plaider pour le rapprochement avec la Bretagne. Je me souviens même d'avoir terminé mon discours au Parlement de Bretagne par une phrase en breton. Je suis convaincu que les exigences de simplification et les contraintes financières qui pèsent sur notre pays nous conduiront inéluctablement à cette réorganisation. Peut-on la conduire aujourd'hui, dans le contexte que je viens d'évoquer, avec les nouvelles régions, avec l'exaspération des élus devant l'instabilité institutionnelle et financière qui fragilise toutes les politiques de long terme? Ma réponse est non. D'autant que je fais le choix dans mon projet d'un choc de compétitivité qui mobilisera sans doute toutes les énergies au début du quinquennat. Je propose donc de changer de logique, de ne plus imposer des réformes venues d'en haut, mais de permettre au territoire de s'organiser librement dans un cadre général. Je ne veux plus que les préfets fixent la carte des intercommunalités. Je ne veux plus qu'on fixe des montants, des niveaux pour l'ensemble du territoire en ce qui concerne la taille de ces intercommunalités. Si des départements veulent fusionner, pourquoi ne le ferait-il pas? Si, dans une région, des élus veulent expérimenter le conseiller territorial, eh bien je proposerai qu'on leur en donne la possibilité. En réalité, je souhaite faire vivre réellement la décentralisation. Ça ne devrait pas être une situation qui s'impose à l'acteur de terrain. Celui qui finance doit décider, celui qui finance doit organiser, comme il le souhaite, le service dont il a la charge. Je souhaite donc mettre en place, dès le début du quinquennat, un pacte État-territoire pour l'ensemble de la mandature. Et j'utilise à dessein le mot pacte, car les relations entre l'État et les collectivités changeront de nature pour devenir partenariales. Ce pacte doit révéler les 2 principes fondamentaux de notre action, la liberté et la responsabilité. Pour doter les collectivités de plus d'autonomie, une clarification de leur rôle est indispensable. Et pour garantir à chaque collectivité la stabilité dont elle a besoin, l'État s'engagera à travers une loi de financement pluriannuelle sur un contrat financier sur la durée du quinquennat et nous y ajouterons une forme d'article 40 pour empêcher que l'État ne puisse subrepticement, ou pas subrepticement d'ailleurs, renvoyer de nouveau des dépenses sur les collectivités territoriales. La baisse des dotations ne peut pas se poursuivre au rythme qu'a imposé François Hollande. Ce serait insupportable pour les collectivités. Quant à Emmanuel Macron, sa proposition de quasi-suppression de la taxe d'habitation serait catastrophique pour les finances locales. Nous proposerons donc une baisse à un rythme acceptable et négocié. Les collectivités doivent pouvoir être libres et responsables de décider au plus près du terrain ce qui est pertinent pour le citoyen. Elles doivent maîtriser les règles qui s'imposent à elles pour gérer dans le temps les mutualisations et engager les simplifications qu'elles jugent nécessaires au niveau local. L'État, de son côté, doit s'engager à alléger fortement les contraintes qui pèsent sur les collectivités, en réduisant les normes imposées
ainsi que toutes les politiques transférées inutilement ou sans financement, en mettant en place un système de rescrit sécurisant les élus locaux, en laissant plus de liberté aux élus locaux dans la gestion de leur personnel, y compris leur permettant d'en recruter en dehors du statut. Je propose enfin de revoir le dispositif de contrôle de légalité. Je veux que notre relation soit basée sur la confiance. Il s'agit donc de mettre fin à la prérogative. Il ne s'agit pas de mettre fin à la prérogative du représentant de l'État qui doit naturellement pouvoir saisir la justice lorsque c'est nécessaire, mais le rôle de l'État et le contrôle de légalité ne doivent plus être un carcan. Nous devons passer d'une logique de défiance à une logique de confiance envers les élus. Un mot pour finir, plus spécifiquement sur les départements. Ils sont à mes yeux plus que jamais au cœur des besoins des territoires, et notamment des territoires ruraux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je propose qu'il y ait une grande liberté d'organisation du territoire. Si dans des zones très urbaines, on veut fusionner des structures, pourquoi pas? Chacun voit bien que dans les territoires ruraux, l'existence des départements est absolument indispensable au maintien d'un lien social et au maintien d'une présence des services publics. Le département est une collectivité de proximité nécessaire, garante de la cohésion du pays. Sa mission première est de porter des politiques sociales. Son rôle est d'aider les Français en difficulté et c'est l'échelon qui permet aux territoires ruraux de ne pas être désertés par les services publics. Je propose dans le domaine social la mise en place d'une allocation sociale unique, permettant tout à la fois la transparence et la lisibilité des aides attribuées à nos concitoyens et surtout une parfaite personnalisation et adaptation de ces aides aux plus démunis. Cette allocation unique, je souhaite évidemment que les départements en soient les gestionnaires, confortant ainsi le cœur de leurs compétences et j'imagine qu'on aura l'occasion dans le débat d'en reparler. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en introduction de ce débat. Je veux simplement terminer en disant qu'au fond, on a essayé pendant 30 ans, et avec un certain succès d'ailleurs, de réorganiser le territoire par des réformes successives, soit imposant des fusions, des regroupements, soit les incitant par des mécanismes financiers. Cette politique a abouti à des résultats, il faut le reconnaître, mais elle n'a pas été suffisamment loin parce qu'elle a généré une résistance des territoires, des élus, des populations. Et donc je pense qu'il faut maintenant inverser complètement la logique et partir de l'idée que ce sont les territoires qui vont proposer des solutions. Et quand je vois la rapidité avec laquelle se créent par exemple des communes nouvelles, ce qui il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans semblait pratiquement impossible, je pense qu'en fait c'est en laissant la liberté au territoire qu'on pourra obtenir une vraie réorganisation et une vraie simplification. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher François. La première question que je me devais de poser au nom de l'ADF, vous lui avez répondu de manière très claire sur la stabilité du paysage institutionnel, sur les modes de scrutin, la répartition des compétences. Est-ce donc je la résume d'une manière différente, est-ce qu'un quinquennat de François Fillon sera un quinquennat de décentralisation, l'État se concentrant sur ses missions régaliennes et laisser assez librement les collectivités mener les missions quotidiennes? C'est ce que j'ai essayé de dire il y a 1 minute, en parlant d'un changement de logique. La vérité, c'est que j'aimerais aller plus loin. J'aimerais vous proposer de franchir une nouvelle étape de la décentralisation, d'affecter, de revoir le financement des collectivités locales, d'affecter des ressources plus stables aux collectivités locales. Mais j'ai fait un constat au début de mon propos. On est en situation d'urgence, pas seulement sur le plan de la sécurité, sur le plan de la dette, sur le plan de la situation économique, sur le plan du chômage, sur le plan de la pauvreté. Donc le constat, le choix que je fais, le choix que je propose aux Français, c'est ce quinquennat, on met le paquet sur le redémarrage de l'économie française. On met le paquet sur l'objectif de plein emploi. On met le paquet sur l'amélioration de notre situation financière pour qu'on puisse de nouveau redresser la tête et en particulier participer à la conduite du renouveau européen qui est particulièrement aujourd'hui indispensable. Dans ce contexte-là, chaque fois qu'il sera possible de confier des responsabilités aux collectivités locales, à condition qu'elles les acceptent et que le financement soit assuré, je le ferai.
La proposition que je fais de ne plus imposer de réforme d'en haut, mais de bâtir un cadre légal qui permette aux collectivités locales de prendre des initiatives. Voilà, il y a des départements qui veulent fusionner. Je vois au moins 2 présidents de conseils départementaux en face de moi qui veulent fusionner. Qu'ils le fassent. Si demain il y a une région qui veut essayer, tester, je le disais, le conseiller territorial, pourquoi pas? Dans le département du Rhône, il y a des initiatives qui ont été prises, un partage des responsabilités qui a été mise en œuvre, c'est très bien. J'ai dit que je ne proposais pas de retoucher aux régions. Je considère que la manière dont elles ont été bâties est absurde, mais je pense qu'on ne peut pas sans arrêt changer les structures. Qu'on ne peut pas, comme les Shadocks, fermer des sièges de région, les ouvrir, modifier les frontières. Bon, maintenant, si dans une région, il y a une vraie volonté qui monte du terrain pour rediscuter, on rediscute. Voilà. Ce que je veux, c'est une relation de confiance, de partenariat. Je veux qu'on passe des contrats ensemble, des contrats équilibrés, et je veux qu'on mette des règles de part et d'autre pour que en gros, pour que l'État ne puisse pas, à travers ces contrats, se décharger de ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, les départements, vous le savez, vous avez été aussi président de département, sont dans une impasse financière entre des dotations qui diminuent, des charges qui augmentent, et puis l'incapacité pour pas mal d'entre nous de payer convenablement le RSA, l'APA, puisque l'État ne compense plus. Est-ce que dans votre gouvernement qui souhaite faire des économies, qui souhaite rétablir les finances publiques, est-ce que les collectivités territoriales, les départements ne seront pas mis en difficulté par de nouvelles baisses de financement, et comment l'allocation sociale unique que vous avez évoquée tout à l'heure, comment peut-elle être financée, comme peut-être la clé de répartition entre le financement de l'État et des collectivités? Alors d'abord, je crois qu'il faut, c'est pas agréable, mais il faut le dire d'entrée de jeu, on doit retrouver l'équilibre des finances publiques. Voilà, c'est plus un sujet, c'est pas un sujet de débat théorique. On est aujourd'hui pratiquement à 100%, on approche la zone des 100% du produit intérieur brut en dette, c'est la zone rouge. En réalité, c'est la zone de l'Espagne, c'est la zone du Portugal, c'est la zone de l'Italie, enfin toute proportion gardée. Cette situation n'a été supportable que parce que nous avons eu une politique extrêmement ambitieuse de la Banque Centrale Européenne avec des taux d'intérêt quasiment à 0. On sait bien que cette politique n'est pas éternelle, on voit qu'elle commence à bouger, on n'est absolument pas à l'abri d'une crise financière majeure. Et donc, tous ceux qui vous disent qu'on peut éviter de réduire les dépenses publiques sont des illusionnistes. Ceux qui vous disent qu'on peut le faire en sortant de l'euro, de l'Europe et en fermant les frontières, ce n'est pas des illusionnistes, ce sont des apprentis sorciers. 100 milliards, grosso modo, c'est la diminution de la dépense publique qui est nécessaire pour, à la fin du quinquennat, simplement rétablir l'équilibre des comptes et commencer seulement dans 5 ans à réduire la dette. C'est une somme d'ailleurs, un montant qui n'est pas si considérable quand on y réfléchit bien, ramené aux 1200 milliards de dépenses publiques. Dans vos collectivités, dans n'importe quelle entreprise, on est capable, sur une durée de 5 ans ou un peu plus, de conduire des politiques qui permettent de réduire la dépense. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que 100 milliards, c'est pas un chiffre absurde, c'est pas un chiffre qui sort d'une imagination d'un idéologue. C'est simplement ce qu'il faut pour arriver à commencer à rembourser la dette dans 5 ans. Donc dans ce contexte-là, oui, les dotations continueront de baisser. Ce que je propose, c'est que la baisse soit moindre que celle que vous venez de connaître, grosso modo autour de 7,5 milliards sur 5 ans, ça fait à peu près 1,5 milliard par an, et qu'elle soit négociée avec des contreparties. La première des contreparties, c'est la réduction des contraintes. La deuxième, c'est la mise en place de cet article 40 qui permet d'éviter que l'État ne continue à vous transférer des charges. Je prends l'exemple des rythmes scolaires. Vous allez me dire, ça ne vous concerne pas? Si, ça vous concerne parce que vous avez des transports scolaires et que, à travers les transports scolaires, vous avez été impacté par cette réforme. Moi, je veux la supprimer. Je veux laisser aux collectivités locales la plus grande liberté de faire ou de ne pas faire dans ce domaine. Ensuite, je propose, et je sais que c'est difficile, hein, je ne propose pas que des choses faciles, mais j'essaye d'être ambitieux pour l'avenir de mon pays. Je propose qu'on augmente le temps de travail
dans le secteur privé par négociation et dans le secteur public. L'augmentation du temps de travail, étalée sur la durée, négociée, c'est la seule manière, de mon point de vue, de rétablir à moyen et long terme l'équilibre des finances publiques. Un peu moins d'emplois publics avec des fonctionnaires ou des contractuels qui travaillent grosso modo 39 heures, c'est l'objectif que je me fixe pour la fin du quinquennat. Enfin, je proposerai, s'agissant de l'allocation sociale unique, qu'on ait une négociation avec les départements, ou bien les départements en prennent l'ensemble de la gestion, et il faut qu'ils aient tous les outils permettant de le faire, et en particulier qu'ils aient la possibilité d'avoir une forme d'autorité sur les caisses d'allocation familiale pour gérer cette nouvelle prestation. Je rappelle que cette nouvelle prestation, c'est l'addition de prestations existantes pour lesquelles, évidemment, les ressources correspondantes devront être affectées. Ou bien les départements estiment que ce n'est pas possible, que c'est une situation qui est incompatible avec leur situation financière ou avec leurs objectifs. C'est un débat qu'il faudra qu'on ait. Moi, je pense que ce sont les départements qui sont les mieux placés pour gérer cette allocation sociale unique. Pas pour des raisons financières, mais pour des raisons de proximité, pour des raisons de bon sens. Cette allocation, je veux qu'elle soit personnalisée. L'idée, c'est que parce qu'elle est unique, elle est personnalisée. Donc on peut vraiment l'adapter à la réalité des situations des personnes qu'on a en face de soi. Si elle est gérée trop loin, si elle est gérée au niveau de l'État, on sait qu'on tombera rapidement dans une forme de bureaucratie. On tombera rapidement dans une forme d'automaticité qui ne permet pas de prendre en compte les réalités. Donc je souhaite que ce soit les départements. Je n'ai pas toutes les réponses. Ça sera un travail de négociation à conduire ensemble. Mais je pense qu'on peut y trouver beaucoup d'avantages, et pour les départements sur le plan financier, et surtout pour les personnes les plus démunies. Merci beaucoup. Pour le groupe Droite Centre Indépendance, c'est son président, notre ami sénateur Benoît Huré, qui vous interroge, et ensuite pour le groupe de gauche, ce sera Mathieu Klein qui se prépare. Benoît. Monsieur Fillon, cher François, vous avez entendu avec beaucoup d'attention. Le mode de désignation des élus départementaux a fait l'objet de nombreux débats. Vous avez apporté un certain nombre d'explications. Très concrètement, et dans les délais que vous avez mis en avant, souhaitez-vous conserver ce mode de scrutin ou éventuellement le faire évoluer avec différentes modalités, dont celle du conseiller territorial? Je vous ai répondu, je propose qu'on ne touche à rien pendant les 5 ans qui viennent. Merci de le rappeler. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réformes. Et je le propose à la fois pour les collectivités et pour les grandes réformes institutionnelles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes institutionnels qui se posent dans notre pays et qu'il ne serait pas nécessaire de revoir un certain nombre d'équilibres. Je dis simplement qu'on ne peut pas faire en même temps les efforts et les réformes nécessaires pour faire redémarrer l'économie, pour nous remettre à niveau, pour atteindre le plein emploi, ce qui est la priorité, ce qui doit être notre priorité, et en même temps conduire des réformes institutionnelles. Je nous connais, si on fait des réformes institutionnelles, ça va nous passionner. Nous, les responsables politiques et les élus. Et pendant qu'on fera des réformes institutionnelles, on ne s'occupera pas du reste. Voilà. En plus, le reste, c'est difficile, ça demande beaucoup de persuasion, ça demande beaucoup de négociations, ça demande beaucoup d'efforts. Donc voilà, je fais un choix pragmatique. Ce quinquennat, pour moi, c'est un quinquennat de redressement économique. C'est un quinquennat où on remet les choses à leur place, l'autorité de l'État, le rôle des collectivités territoriales. Et ce sera pour mon successeur, la réforme des collectivités territoriales. Merci. Mathieu Klein est donc président du département de la Meurthe-et-Moselle. Il est aussi vice-président du groupe de gauche et dans les instances dirigeantes de l'ADF. Mathieu. Merci Dominique. Monsieur Fillon, bonjour. Vous avez rappelé à l'instant que vous organisiez une diminution des dotations aux collectivités de l'ordre de 7 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. Vous avez également dans votre projet prévu la diminution de 500 000 du nombre de fonctionnaires. Vous avez également précisé que vous n'entendiez pas revenir sur la libre administration des collectivités territoriales, mais que celles-ci seraient, les collectivités territoriales, concernées au premier chef
par les enjeux de ressources humaines. Donc la question que je veux vous poser est la suivante. Comment rendre compatibles à la fois ces exigences de diminution importantes que vous évoquez avec la libre administration des collectivités? Et enfin, je voudrais vous interroger sur la question de l'autonomie de la fiscalité des collectivités. Les régions bénéficient depuis quelques mois, enfin bénéficieront bientôt d'une part de TVA, ce qui permet de garantir d'un certain point de vue la libre administration des collectivités dans une logique de décentralisation. Entendez-vous, par exemple, procéder de la même en libérant pour les conseils départementaux une part d'autonomie fiscale plus importante et en tout cas qui ne soit pas uniquement indexée sur les dotations de l'État? Merci. Sur le premier sujet, 500 000 emplois publics sur, grosso modo, 5 600 000. Il y a 5 600 000 emplois publics en France. C'est un petit peu plus que nos voisins allemands qui ont 15 millions d'habitants de plus. Est-ce que nous sommes beaucoup plus heureux et beaucoup mieux gérés et beaucoup mieux administrés que nos voisins? J'en suis pas sûr. Et en tout cas, je vous dis qu'on ne réduira pas la dépense publique sans une réduction des effectifs des fonctions publiques. Si on n'était pas en situation de déficit, si on n'avait pas 2200 milliards de dettes, la question ne se poserait pas. Aujourd'hui, elle se pose. 500 000, c'est 8%. 8% sur 5 ans, c'est en gros 1,6 ou 1,7% par an. Bon, ce ne sont pas des chiffres absurdes, ce ne sont pas des chiffres, je sais qu'on les présente de façon apocalyptique, on va supprimer les infirmières, les policiers, naturellement tous les fonctionnaires sont policiers et infirmières, il n'y a pas de bureaucratie dans notre pays, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas de problème de modernisation de l'administration à travers la numérisation, les banques vont fermer leurs guichets parce qu'on va gérer nos comptes sur nos portables, mais ça ne concerne évidemment pas la sphère publique. On voit bien que tout ça est absurde et qu'il faut aller dans cette direction. Je ne reviens pas sur l'autonomie des collectivités locales, ça n'aurait aucun sens, c'est totalement contraire au projet que je viens de défendre. Donc qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de passer des contrats ensemble, de se fixer des objectifs, de moduler les dotations en fonction aussi des efforts que les uns et les autres feront pour baisser la dépense publique, de vous donner à travers la possibilité de recruter vos personnels de façon plus directe, plus libre et hors de statut très contraignant, de vous donner une liberté de gestion plus grande. Donc au fond, il ne s'agit pas d'agir de manière comme un caporal en disant aux collectivités locales voilà le contingent de baisse d'effectifs publics que vous devez faire et je vais vous l'imposer. Il s'agit d'essayer de construire ensemble un projet pour redresser notre pays. Et il me semble que les responsables des collectivités locales sont au premier chef concernés par l'avenir du pays et qu'ils ne peuvent pas se désintéresser de la crise financière qui est en train de se profiler. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on fera ce travail. Et évidemment, l'augmentation du temps de travail, j'y reviens, c'est pour moi la clé. C'est la clé qui permet la diminution sur le long terme, négocier. C'est la clé qui permet la diminution des effectifs publics. La deuxième question, je ne peux malheureusement pas y répondre de façon positive. Aujourd'hui, dans l'état des finances publiques, ceux qui vous promettent de vous affecter une recette fiscale propre et stable vous racontent des histoires. Ou alors ils vont s'engager dans un processus de creusement du déficit qui va conduire à une crise majeure. Oui, il faudrait le faire. Oui, il faudra le faire. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de réduire le déficit et de remettre notre pays à flot. Et dans ce contexte-là, ce serait totalement démagogique et illusoire de vous dire que je suis en mesure de vous proposer une solution dès 2017 qui permette d'affecter une fiscalité propre aux départements ou aux autres collectivités. C'est pas facile de vous répondre ça, mais moi j'essaye de dire la vérité. Voilà. Et je pense que c'est mieux. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Forêt pour la dépêche des communes, la Gazette. La Gazette. Non mais c'est Bailey qui me travaille. Hein, c'est 2 ans de Bailey au gouvernement, on ne parle plus de dépêche ou de Gazette. Voilà. Alors, je répète, la Gazette des communes, des départements et des régions. Voilà notre hebdomadaire des collectivités territoriales. Monsieur Fillon, vous aviez dans une interview à l'Express le 24 juin 2014 évoqué la fusion-absorption des communes dans les communautés de communes. Vous aviez dit on passe de 36 000 communes à 6 000 ou 7 000 communes. Il me semble que c'est une idée que vous avez aujourd'hui abandonnée. Pourquoi ?
Et j'ai une deuxième question, toujours sur la fonction publique, pour prolonger la question de Monsieur Klein. Dans quelle mesure les collectivités seront impactées par la suppression des 500 000 postes? Est-ce qu'elles seront impactées à hauteur de 8%, comme vous l'évoquiez? Et alors, dernière question, enfin, toujours sur la fonction publique, sur le retour aux 39 heures, est-ce que ces 39 heures seront payées 37, 38, 39? Alors la première question, on voit que vous l'aviez préparée avant de m'avoir écouté, puisque je vous ai répondu. Je vous ai répondu, oui, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait aller vers 2 niveaux. On peut être d'accord ou pas d'accord. Je vous dis simplement que je considère qu'aujourd'hui, compte tenu des réformes qui ont été faites, les grandes régions, compte tenu de l'exaspération des élus devant la multiplication des changements institutionnels, et compte tenu de mes priorités économiques et sociales, cette réforme n'est pas possible. Voilà. Donc je le dis avec la plus grande franchise, et donc, président de la République, je n'engagerai pas de réforme dans ce sens, et je propose de changer la logique et de laisser les territoires s'organiser. Et ma conviction, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ma conviction, c'est que les territoires vont s'organiser. Et qu'il y aura plus de fusions de communes qu'on le croit. Et qu'il y aura plus d'expérimentation en termes d'associations de départements, de fusion de départements, ou dans certains cas peut-être de fusion-absorption de départements dans des régions, j'en sais rien. En tout cas, ce que je propose, c'est de donner la liberté au territoire. Sur la deuxième question, j'y ai d'une certaine façon répondu en répondant à votre question, je proposerai des objectifs. Et dans la discussion que nous aurons pour bâtir un contrat de mandature, ces objectifs figureront. Mais c'est à vous, c'est aux collectivités locales de conduire leur propre politique et de voir à travers les ressources dont elles disposent si elles peuvent vraiment se passer de toute réduction d'effectifs ou si elles ne le peuvent pas. Et ma conviction, c'est évidemment qu'elles sont contraintes de le faire. Et d'ailleurs, beaucoup le font en réalité. Et beaucoup de collectivités, y compris sans doute celles qui sont représentées ici, ont déjà fait des baisses d'effectifs de l'ordre de ce que je propose dans la durée d'un mandat, ce qui montre d'ailleurs que c'est absolument pas impossible. La clé, c'est l'augmentation du temps de travail. D'ailleurs, je pense que chacun devrait comprendre que pour sortir un pays qui est en grande difficulté, avec 2200 milliards de dettes, qui va tout droit vers la crise financière, il n'y a pas d'autre solution à un moment donné que de dire, allez, on se retrousse un peu les manches, on fait un tout petit effort supplémentaire et on va sortir le pays des difficultés. J'ajoute qu'on n'est pas seul au milieu de l'océan, on vit dans un continent européen où nous sommes les seuls à avoir adopté la politique de baisse du temps de travail, autoritaire en tout cas, qui est la nôtre. Alors vous me dites 39 heures, payez combien? C'est la négociation qui sera conduite avec les personnels. Il y a aujourd'hui des questions qui se posent en termes de perspective de carrière. Il y a des questions qui se posent en termes d'organisation du travail. Qu'est-ce que, j'allais dire, vous proposez ou nous proposons aux fonctionnaires de notre pays aujourd'hui? 0 augmentation de salaire pour les 10 ans qui viennent. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la politique qui est conduite en ce moment. C'est la politique que j'ai conduite, c'est la politique que conduit le gouvernement, à cause des difficultés économiques et financières qui sont les nôtres. Vous pensez qu'on peut continuer longtemps à gérer presque 6 millions de personnes en leur disant vous aurez 0 augmentation de salaire et vous n'aurez pas de perspective de carrière? Si on veut sortir de cette impasse, eh ben, il faut accepter de se mettre autour d'une table, de discuter d'augmentation de temps de travail, de discuter de perspectives de carrière, de discuter d'augmentation de salaire, et on arrivera bien à trouver un accord. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Monsieur le Premier ministre, vous avez été rapide dans vos réponses, et donc ça vous donne droit à un temps de parole supplémentaire. Je pense que ça ferait plaisir à nos amis ultramarins d'avoir votre regard sur les collectivités d'outre-mer. Vous les avez connues, visitées. Quel est votre regard dans la France du XXIe siècle sur l'organisation ultramarine? J'étais à La Réunion il y a quelques semaines. Je salue la présidente du conseil départemental. J'ai indiqué que s'il y avait des territoires qui avaient encore plus besoin de stabilité que les autres, c'est bien ceux-là. Et donc, je ne propose pas de Big Bang de l'organisation territoriale outre-mer. J'ai même pris un engagement qui va totalement contre l'ensemble du projet que je propose, puisque j'ai dit qu'on ne toucherait pas aux niches fiscales outre-mer.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais arrêter de voyager pour ne pas promettre de maintien d'autres niches fiscales, parce que je pense qu'on devrait supprimer les niches fiscales. Mais l'outre-mer est dans une situation de telle tension, de telle précarité que tout changement brutaux, notamment sur ces questions-là, déstabiliserait complètement l'outre-mer. La deuxième chose que je propose, c'est que l'outre-mer soit inscrit dans une autre perspective et soit associé à une politique maritime, à une politique de comment dirais-je, pas seulement une politique maritime en termes de transport, je parle là au plus grand spécialiste de transport que je connaisse, qui est Dominique Bussereau, mais à une politique de gestion de la ressource que représente la zone économique de notre pays. On a la deuxième zone économique du monde grâce à nos départements, à nos territoires ultramarins. Mon objectif, ce serait dans une seule structure gouvernementale d'associer cette économie bleue et la gestion des territoires ultramarins. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, cher François, de ces réponses. Nous allons vous raccompagner en vous remerciant beaucoup.